qui sont l'âge d'or de l'animation japonaise. Donc hier, on a abordé l'histoire donc, de l'animation nippone du tout début des années 1900 à la fin des années 70. L'un des studios qui a marqué cette époque des années 70 était donc Mushi Productions, le studio de Osamu Tezuka. C'est lui qui a imposé beaucoup de techniques économiques d'animation, comme l'animation limitée à 3 images, ou le stock shot, donc la réutilisation de séquences type transformation, attaque, d'épisode en épisode, ce qui est très malin et très économique, ou encore le money shot. Là, c'est aussi Otsuka chez Toei qui avait imposé cette technique un petit peu évidente, mais qui est tout simplement d'animer seulement les plans les plus importants, de mettre toute l'énergie sur ces plans-là et de plutôt utiliser une mise en scène intelligente sur le reste. Et on a vu aussi qu'à la fin des années 70, les longs métrages faiblissaient en termes de popularité face aux séries télé qui, elles, ont explosé. Mais au début des années 80, et ça marche, les longs métrages reviennent en force, notamment via Yamato, Gundam et Macross. Donc on est quand même là sur de la SF mecha. L'explosion de l'animation japonaise dans les années 80, c'est aussi l'émergence d'un nouveau format, la VHS, et donc la vidéo à la maison. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était la télé, le cinéma, et donc maintenant, la vidéo à la maison. C'est aussi l'apparition de magazines spécialisés pour fans d'animation, donc Animage notamment, fin 70, début 80, créé par Toshio Suzuki, qui deviendra le producteur du studio Ghibli, et New Type, qui arrive en 85. Les années 80, c'est aussi beaucoup d'adaptations de mangas populaires en série d'animation, notamment Lamu ou Lusai Yatsura, en 81, par le studio Pierrot, qui avait été fondé par des anciens de Tatsunoko et Mushi. Lamu est un cas particulier aussi, car un grand réalisateur a travaillé sur cette série, c'est Mamoru Oshii, qui s'est fait connaître aussi par certaines des adaptations de Lamu qu'il a réalisées et qui sont vraiment empreintes de son style à lui, de sa patte, notamment le film Beautiful Dreamer de Lamu. Et donc Oshii était un des premiers réalisateurs des années 80 voilà, à se faire connaître, et parce qu'il était un très bon réalisateur au service des autres, et aussi parce qu'il arrivait à transformer des mangas connus avec une vision plus personnelle. Il fera également plus tard un peu la même chose avec Pat Labor et Ghost in the Shell. Les années 80, c'est aussi des séries sportives qui explosent, comme Captain Tsubasa, Olive et Tom, le genre shonen avec Dragon Ball, ou encore déjà un renouveau du genre mecha avec Pat Labor. Les années 80, c'est aussi la première utilisation de la 3D dans un long métrage, Golgo 13. Ils étaient vachement en avance sur le reste du monde. Bon, la séquence a un petit peu vieilli, on voit un screenshot à droite. Mais c'était précurseur. Les années 80, c'est aussi bien sûr les débuts du studio Ghibli, donc avec Nausicaa en 84. C'était pas encore le studio Ghibli à ce moment-là, c'était Topcraft. Et suite au succès de ce film, ils ont donc monté Ghibli et enchaîné les succès avec notamment Laputa juste après. Les années 80, c'est aussi Daikon Film. Donc là, c'est plutôt les fans hardcore de Gainax qui connaissent. Donc c'est des films amateurs qui avaient été faits par Hideaki Anno et ses copains, d'abord pour des festivals. Donc là, c'était Daikon 4, qui était un générique d'ouverture de festival amateur. Et ils faisaient aussi du tokusatsu, donc des films live voilà, type Bioman. Et donc tous ces gens-là ont monté Gainax en fait, assez rapidement après, et produit leur premier long métrage, Les ailes d'Onoemice, en 87, et aussi Nadia à la limite des années 80 et 90. Et donc, je parlais de VHS tout à l'heure, et évidemment, l'arrivée de la VHS et la vidéo à la maison, c'est aussi l'apparition donc du format OAV, donc Original Animation for Video. Et la première OAV produite et donc commercialisée en bonne vieille cassette VHS était Dalos, en 83, réalisé par Oshii. Alors, ça n'a pas marché, cette OAV n'a pas du tout fonctionné. Par contre, juste après, en 85, il y a eu Megazone 23, qui a connu un bon succès. D'ailleurs, il y a un reboot apparemment là, qui est en cours.
Et les OAV, alors je vous ai mis quelques extraits, évidemment il y a eu tellement d'OAV produites dans les années 80, mais on peut citer L'œuf de l'ange, Tenchi no Tamago, collaboration Amano et Oshii. On peut citer aussi des choses qui sont jamais sorties chez nous, comme cette OAV, Take the X-Train, Mani Mani, Omnibus, 87. C'est aussi l'apparition voilà, de ces... Alors là on est à la limite de l'OAV, c'est des programmes courts qui sont sortis au cinéma. Il y a eu aussi Robot Carnival la même année que Mani Mani. Il y a aussi un genre qui est le hentai qui a beaucoup aidé à l'explosion de l'OAV et de la VHS dans les années 80, mais voilà, je ne peux pas vous montrer plus que ça. Et à la fin des années 80, donc les longs métrages quand même si c'est pas le format le plus prisé, à part Ghibli qui cartonne, mais c'est un cas à part, il y a quand même pas mal de longs métrages qui sont produits, qui marchent pas forcément. Donc il y a Arion en 86, le film de Gundam en 88, Akira, qui ne rencontrera pas un succès commercial énorme, aussi parce qu'il a coûté très cher. Mais par contre, à l'étranger, évidemment, l'œuvre deviendra culte, au Japon aussi, mais en tout cas, économiquement, le film n'était pas viable. Et il y a aussi Venus Wars en 89, qu'on a pu connaître en Europe un peu plus tard en VHS. Les années 80, c'est aussi pas mal de moyens ou longs métrages adaptés d'œuvres littéraires japonaises, avec bien sûr Kenji Miyazawa, dont l'œuvre et les écrits ont beaucoup inspiré l'animation. Donc là, vous pouvez voir Night of the Galactic Railroad 85, dont le même réalisateur a refait le film il y a quelques années. Tale of Genji en 87. Autre adaptation d'œuvres littéraires, Le Tombeau des Lucioles, bien sûr. Et voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les seuls qui vraiment cartonnaient en long métrage et qui rapportaient de l'argent, c'était Ghibli, voilà, à la fin des années 80. Toute fin des années 80, on est en 89. Deux informations importantes. Ah oui, juste avant, les années 80, même si c'est surtout dans les années 90 que ça va se lier, c'est aussi les débuts de l'utilisation de l'animation dans des jeux vidéo pour des cinématiques. Donc évidemment, les consoles de l'époque n'étaient pas encore capables de retranscrire forcément de la vidéo, mais il y avait déjà voilà, des collaborations et des séquences très animées dans les jeux vidéo. Et donc 89, c'est la mort d'Osamu Tezuka. Et 89, c'est aussi l'année où il y a eu le plus d'OAV produites. Donc voilà, c'était pour les années 80. Maintenant, avant de les accueillir sur scène, je vais vous nommer les prestigieux invités qui vont nous accompagner pour cette conférence. Donc il y aura Masao Maruyama, qui est producteur historique, qui a travaillé avec Tezuka, qui a cofondé le studio Madhouse et MAPPA. Monsieur Takuo Noda, qui est animateur et character designer, notamment sur Capitaine Flamme. Il a aussi été animateur sur Kamui, Metropolis, Ninja Scroll ou Perfect Blue. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Takuya Wada, animateur sur Lupin, Ken, Pat Labor, Cat Size, Cobra. Et il était également spécialisé dans le maquillage et les effets spéciaux pour le cinéma, donc prise de vue réelle. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir monsieur Kazuhide Tomonaga, qui lui a aussi bossé sur Lupin, et c'est un peu un cas à part, il a aussi énormément travaillé sur des séries d'animation pour l'étranger, notamment les séries de Batman, Cyber Six, Sherlock Holmes ou le film de Little Nemo. Donc voilà, je vous demande d'applaudir les 4 invités qui vont nous rejoindre. Donc monsieur Maruyama, monsieur Noda, monsieur Wada et monsieur Tomonaga, qui vont nous rejoindre avec leurs interprètes. J'espère. Ils arrivent. Ouais, allez. Monsieur Maruyama.
Voilà, je laisse tout le monde s'installer. On est bon? Ah, je crois qu'on ne t'entend pas, non. Ok. Je prépare juste un petit fichier. Hop. On le verra plus tard. Hein. Donc, première question pour monsieur Maruyama. Il semble qu'au début des années 80, vous avez recentré le studio Madhouse sur les productions de longs métrages. Donc vous avez vraiment axé Madhouse sur les films. Pouvez-vous nous parler de cette démarche et des éventuels changements de l'animation japonaise au début de cette décennie? Maruyama desu. 入ってますか? Le micro. マイク近く。 Bien proche. はい。丸山です。よろしくお願いします。80年代長くアニメーションやってますけれども、80年代でちょっと日本のアニメーションが変わったという僕も思っております。というのは何かというと、やっぱり幻魔大戦というアニメーションが一つのエポックだと思ってます。というのは、やっぱり日本でもアニメーションが鉄腕アトムから始まってどうしても子供が見るものという概念があったんですね。それが幻魔大戦によって、大きく変わってきたのだと思います。Alors, dans les années 80, l'animation japonaise avait déjà connu une longue histoire. Et l'animation japonaise a vraiment changé dans les années 80. Pourquoi? Je pense que c'est notamment grâce à l'animé Genma Taisen. Jusqu'alors, les animés étaient plutôt des animés faits pour les enfants, comme Astro Boy, le premier animé qui a été créé. Et pendant longtemps, les animés étaient vraiment ciblés pour les enfants. Et c'est vraiment avec Genma Taisen que cela a changé. 幻魔大戦というのはそれまで従来日本の東映動画とか、日本アニメーションとか大手の映画ではなく角川春樹さんが突然作った角川映画の第一作だったんですね。従来の日本のアニメーションの作り方を全く気にせず作ることができたわけです。その時に何をしたかというと幻魔大戦という作品をやろうということだったんですけど、手塚治虫さんとか松本零士さんとか石ノ森章太郎さんとか劇場映画というのはそういう人で作らないと成立しなかったところを林太郎監督と僕が自由にやらせてもらえるということで大友克洋君を起用したこと。要するに子供よりも子供は見なくとも青年大人が見れるアニメーションを作ろうということが成立した日本映画の第一発目だと思うんです。その後ナウシカとか出てきてどんどんその大人および大人も一緒に子供も一緒に見れるアニメーションっていうのがどんどん生まれてきたのですが、その一つの大きなポイント点だったのではないかと思っております。Alors Genma Taisen, c'est un animé qui se démarquait des animés qui étaient faits à l'époque par les grands studios comme Toei Animation ou Nihon Animation. La production de l'animé était vraiment entièrement différente des animés de l'époque. Et quand on a décidé de se lancer dans le projet de Genma Taisen, j'en ai parlé avec M. Tezuka et M. Otomo. Et vraiment, l'idée était de faire un long métrage qui soit destiné aux adultes et non pas aux enfants. Et c'était le premier animé qui était fait pour un public beaucoup plus âgé. Et par la suite, de tels animés ont commencé à être créés, par exemple Nausicaa et beaucoup d'animés qui ont suivi. Et voilà, je pense que Genma Taisen, c'est le premier animé qui est destiné à un public adulte. Merci.
Une question à Monsieur Wada. Vous avez travaillé sur une des séries OAV qui a le plus marqué les années 80, c'est Pat Labor, dont on a vu une image. Pouvez-vous nous expliquer, si vous avez des anecdotes, en quoi ces OAV étaient singulières, en quoi Pat Labor a rapporté un tel succès? はい、ボンジュール Bonjour. 和田です。ジュマペール拓也和田。パトレーバー僕が参加したのはもう本当に1本で、最初の OVA の最終回を、担当しました。で、自分もそのパトレーバーって何が人気になったのかなっていうと、割とロボットが身近にいる。でその身近にいるロボットが警察であって、で押井さんが得意な、そのちょっとしたリアリズムであったり、そういったところがで、それでいてコミカルな作品だったので、結構軽くというか入りやすい世界だったんじゃないかなと思います。Alors moi j'ai travaillé sur une seule série de Pat Labor et seulement le dernier épisode en fait. Mais si je me demande pourquoi cette série Pat Labor a connu un tel grand succès, je pense que c'est parce que dans cette série, dans l'univers Pat Labor, les robots font vraiment partie de la vie quotidienne des gens. Il y a des robots qui sont policiers ou qui occupent beaucoup d'autres postes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. On sent vraiment la patte du réalisateur Oshii, son réalisme qui vraiment transparaît dans toute la série. Et de plus, c'est un animé qui a vraiment qui est vraiment très drôle. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a permis de rentrer dans l'univers de Pat Labor. Merci. Une question pour Monsieur Noda. Vous avez travaillé avec Rintaro, notamment, sur Kamui et Armageddon. Est-ce que vous avez quelques souvenirs à nous livrer au sujet de ce grand réalisateur qui n'a peut-être pas un style aussi particulier qu'Oshii, mais qui a travaillé sur de grands animés depuis des dizaines d'années? Konnichiwa, Noda desu. こんにちは、野田です。まず現場対戦についてお話しします。先ほど丸山さんがおっしゃっていた通りなんですが、アニメ界をはじめですね、ちょっとみんながびっくりするような企画だったもんで、しかもキャラクターデザインに大友克洋さんを起用すると、どんな作品になるんだろうねとかなんとか、私たちアニメーターはみんなで話してたんですが、なんとその作画監督の依頼をですね、私に来たもんですから、正直びっくりしました。それでちょっと私にとっては大きな仕事だったもんですからね、ちょっと考えさせてくださいと言いまして、返事を出すのに1週間ほどかかった記憶があります。で結局それを引き受けてスタートしたわけですけれども、当時のですね、若くて有望なアニメーターがたくさん参加してくれまして、もちろんこちらからこの人をぜひと言ってセレクトした部分もあるんですけれども、
当時としてはとても贅沢なスタッフが揃ったと思います。それはとても幸運なことだったと思っています。それでこの作品はその後の日本のアニメーションの一つの方向を決めてしまったと言って過言ではないと思っています。そういう意味では私としてはミニアマル光栄の仕事ができてとても嬉しいことです。思い出深い、もう何よりも一番思い出の深い作品です。それと林太郎監督について、私はその前この現場大戦以前にですね、東映動画でグランプリの鷹とかそういう作品を作画監督として担当しました。それと例えば松本零士さんのハーロックシリーズとかは原画として少し参加していると思います。ただ林太郎さんのことについて話しますと、私がアニメーター生活の中でですね出会った監督の中ではやはり特筆すべき存在だったんですね。ですからいろんなこと具体的にはちょっと短く言えませんけれどもいろいろと教えられる部分が非常にたくさんあった。で私も得るところの一番大きかった監督さんです。Alors, bonjour, je suis Noda. Je voudrais, laissez-moi tout d'abord vous parler de Genma Taysen. Alors, tout comme Masan le disait, lorsqu'on a commencé à travailler sur le projet de Genma Taysen, on a tous été vraiment surpris par ce que on voulait faire parce que c'était quelque chose de vraiment très novateur à l'époque. Et Otomo Katsuhiro était notamment character designer, donc il a conçu des personnages sur cet animé. Et entre animateurs, on se demandait mais quel va être le résultat final de cet animé, que va devenir Genma Taysen. Et à l'époque, on m'avait donc proposé d'être directeur de l'animation sur cette œuvre. Et j'ai vraiment été très très surpris, à tel point que je leur ai dit, écoutez, je vais y réfléchir pendant une semaine et je vous donnerai ma réponse à la fin de cette semaine. Et j'ai donc décidé de travailler sur Genma Taysen. Et au final, pour moi, ça a été vraiment un moment très important pour ma carrière. Et pour Genma Taysen, de nombreux animateurs jeunes et prometteurs ont participé. Et il y avait donc un personnel extrêmement doué qui a travaillé sur Genma Taysen. Et je pense qu'au final, c'est un animé qui a véritablement changé l'histoire de l'animation japonaise. Et c'est pour moi un animé qui est vraiment très important. Et donc je suis vraiment ravi que j'ai pu travailler sur Genma Taysen. C'est l'un des meilleurs souvenirs que je garde de ma carrière. Et au sujet de Monsieur Rintaro, j'ai travaillé avec lui avant Genma Taysen sur d'autres projets, notamment Grand Prix, sur lequel j'ai été directeur de l'animation. Et de plus, je pense qu'en tant qu'animateur, Rintaro est un réalisateur qui doit vraiment rester, son nom doit rester dans l'histoire de l'animation japonaise. J'ai beaucoup appris de lui et c'est pour moi quelqu'un qui est vraiment très important. Merci beaucoup. Genma Taysen étant Armageddon. Une question pour Monsieur Tomonaga. Vous avez beaucoup travaillé sur Lupin. C'est un peu la question que j'ai posée pour Pat Labor tout à l'heure. Quels sont pour vous les ingrédients magiques qui permettent à Lupin de cartonner depuis 40 ans? Pourquoi est-il aussi populaire au Japon?
ボンジュール友永です。私は、ルパンも相当長く書いてきましたけども、まあ私なりにそのルパンがどういうものかというとですね、ルパンらしさというと、彼はですねやっぱりこうどんなに難しい盗みでもですね彼のまあ天才的な泥棒というかその彼の頭脳でその難しい盗みをやり遂げるというそのこうなるほどと思わせるようななんかそういうシチュエーションですね。それと、そこに登場するそのアイテムというか、例えば車というか腕時計、それから銃など、そういうマニアがこう喜ぶようなものをこう散りばませて、そういうのをどういうふうにストーリーの中で使っていくか、あるいはそれとやはりこうなんて言いますか、ストーリーの中で非常に謎めいた魅力的な女性が登場して、それをルパンを騙す。まあルパンはそれコロッと騙されているか、あるいは騙されたふりをしているのか、まあ、その辺のこう駆け引きの面白さなんですね。あとそのルパンというキャラクターがですね、非常にハードボイルドのキャラであるのだけども、その中で非常にずっこけたりとかコミカルなことを演じる、そういうことができる非常に膨らみのあるキャラクターなんですね。それをバランスをこううまく取って作り上げていくってことが非常にルパンらしい作品の味わいだと思っております。Bonjour, donc je suis Tomonaga. J'ai travaillé sur de nombreux animés Lupin. Et pour moi, personnellement, ce que j'adore dans le personnage de Lupin, c'est qu'il est capable de s'en sortir de n'importe quelle situation. Et ce, grâce à son intelligence et à son inventivité. Par exemple, il se sert de voitures, de montres ou d'autres objets pour arriver à se sortir de situations vraiment compliquées. Et c'est ça qui, je pense, attire le public et c'est ce qu'on aime voir, en fait. Et de plus, il y a un personnage, une femme très mystérieuse dans l'univers Lupin qui va souvent berner Lupin. Et Lupin se fait souvent il se fait rouler dans la farine ou peut-être en fait qu'il se laisse faire rouler dans la farine. On ne sait pas vraiment si il se fait avoir ou pas. Et je pense qu'il faut, c'est cet équilibre qu'il faut aller chercher. Et de plus, voilà, Lupin, c'est un personnage qui est d'un côté très courageux, mais c'est également quelqu'un qui est très drôle. Et ce qui est vraiment important, je pense, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Et c'est ce qui permet de créer ce personnage si unique de Lupin. Merci. Une question pour Monsieur Maruyama. Monsieur Maruyama a cofondé le studio Madhouse avec Osamu Dezaki, Kawajiri et Rintaro. Donc on parlait de Rintaro tout à l'heure. Et je voulais savoir, du coup, si Monsieur Maruyama pouvait nous parler un petit peu de Monsieur Kawajiri Yoshiaki, donc le réalisateur de Ninja Scroll, et peut-être un peu de Rintaro aussi. 80年代というのは、僕にとってもマッドハウスの時代の映画作りだった、フィルム作りだったと思います。マッドハウスというのは虫プロのが崩壊潰れた後に仲間内で作った会社で、出崎治と中心に作った会社です。したがって作り方が、映画の作り方、フィルムの作り方が割と仲間内自由に、もともとは明日のジョーをやってたスタッフがそのまま集まって作った会社なので、割と自分らと勝手に好きなようにやろうぜという偉い人が誰もいなかったんで、全く当時若くて全員若い人たちだけで、好きな映画を作ろうという、好きなフィルムを作ろうと、作り方を誰かがどうのこうのせいということは一切なく自由に作れたということが、川尻という個性、凛太郎という個性がある時期アニメーションを引っ張っていったのではないかと
思っております。 Alors, Madhouse, c'est un studio qu'on a fondé après que Mushi Production est fermé. On l'a fondé entre amis et notamment avec M. Dezaki pour nous, qui guidait la création de Madhouse. Et on a pu créer nos animés vraiment avec beaucoup de liberté. Et à l'origine, en fait, c'était toutes les personnes qui ont travaillé sur l'animé Ashtanojo chez Mushi Production qui se sont rassemblées pour créer Madhouse. Et on voulait vraiment faire comme bon nous semblait. Et on était entre jeunes animateurs, et on était vraiment libres, on n'avait pas d'ordre à suivre, d'instructions à suivre d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça a commencé. Merci. Alors là, je vais essayer de vous montrer une image pour parler d'un animateur qui s'appelle Monsieur Kanada Yoshinori et avec qui Monsieur Wada a travaillé. Sauf qu'il n'y a pas Acrobat Reader, donc on va essayer de se débrouiller. Alors, je veux bien qu'on passe, voilà. Comment on fait pour monter? Bon, regardez pas les images en dessous. Donc les images au-dessus, c'est Burst. Et je voulais demander à Monsieur Wada, qui a travaillé avec Monsieur Kanada Yoshinori, quel est son sentiment vis-à-vis de l'importance que Monsieur Kanada Yoshinori a eu sur toutes les générations d'animateurs qui ont succédé, sachant que Monsieur Kanada est malheureusement décédé il y a quelques années. Il avait à peine 50 ans. Je crois que M. Wada et Noda ont tous les deux travaillé avec M. Kanada, donc qu'ils n'hésitent pas. Studio Z notamment. カナダ義則君のことについて私がお話しします。皆さん一度ぐらいは映像を見られたことありますよね。カナダ義則さんの、アクションです。流れるようなアクションがですね、どうして生まれてきたんだろうか。私は一番身近に3年ほどいた人間なんですね。ですからそれでも全部は分かりませんけれどなんかちょっと最初から他の人と違うものそういう自分の発想とかを表現するときになんか独特のものが持っておりましてね、これは誰の影響なのかということをよく考えたんですけれども、多少はあるんですけれども非常に独創性の強い個性の強い天才型のアニメーターなんだろうなと思います。それでそれに輪をかけてですね、それ以上に面白いのが人間性でありましてね、ちょっとこれも普通の人に比べるとスケールが飛び抜けてるというような非常に面白い青年でした。理屈で語ることは私できないんですね。どうして上手になったんだろうとか、やっぱりテンポのものをいっぱい持っていたということに尽きるんじゃないでしょうかね。どうもすいません。これぐらいしか私にはお話が今のところできないんです。
和田さんにお願いします。 Alors, je pense que vous avez tous déjà vu des scènes d'action dessinées par Yoshinori Kanada. J'ai eu la chance de travailler 3 ans avec lui. Bon, c'est une période assez courte, donc je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi il est si bon. Je pense que c'est un animateur qui se démarque vraiment des autres. Il a un style vraiment unique. Je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qui a influencé Monsieur Kanada dans son style de dessin? Je pense que c'est surtout son caractère vraiment très fort et qui a fait de lui un animateur de génie. Et de plus, c'est quelqu'un qui est vraiment très très chaleureux. C'est une personne extrêmement humaine. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus en fait. Je ne sais pas vraiment pourquoi il est si doué, mais en tout cas, c'est un animateur de génie. Merci. はい、僕はカナダさんとはバースという作品でご一緒させていただきましたが、それ以外プライベートな部分でも、先ほど野田さんがおっしゃった通り、飲みの席であるとか、いろいろご一緒しまして、で、残念ながら今ここにいてほしかったなと思うんですけれども、思い出はたくさんありますが、ただとにかく日本のアニメに多大なる影響を与えたアニメーターであることは 100% 間違いありませんし、カナダもどきという言葉があった通りですね、カナダさんの構図、動きのタイミング、そういったものを真似するアニメーターが山ほどいました。で、今現在でも彼の作風スタイルを、真似しているアニメーターはたくさんいますね。ただやっぱりオリジナルが一番良くて、カナダさんキャラクターを似せるとかそういうことをする人では全くなくて、とにかくキャラクターよりもレイアウトでありアクションでありタイミングであるっていう、そこに命を懸けたアニメーターだったと思います。で、プライベートな部分はもう本当にもうめちゃくちゃというか、飲む時は半端なく飲むしみたいな、遊ぶ時は遊ぶ、で仕事する時は仕事するというスタイルのアニメーターで、本当にもうトリッキーアニメーターっていう言葉ができたぐらい、やっぱりすごいね、天才的なアニメートとしてのアニメーターだったと思います。自分なんかはキャラクターに似せなきゃとか、作画監督としてこうしなきゃっていうところで言うと、ああいうアクション動きを作ってくれるアニメーター、原画マンがいれば非常に絵のクオリティも上がるんですよね、映像としての。そこはもうすごい本当に、多大なる日本のアニメに影響を与えた方だと思います。だから今でも生きて日本のアニメの仕事をやっていてほしかったなと思いますけれども、多分その辺に飛んできてるんじゃないかと思いますけど、魂が。Alors moi j'ai eu la chance de travailler avec Yoshinori Kanada sur Mars, et j'ai également eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller boire un verre avec lui après le travail. Et je pense qu'il aurait dû en fait être ici parmi nous pour vous parler aujourd'hui. Et je pense vraiment que je suis 100% sûr que c'est quelqu'un qui a profondément influencé l'animation japonaise, à tel point qu'à une époque on parlait entre animateurs d'une tendance qu'on avait appelée l'imitation Kanada, donc dessinée dans le style de Kanada, limité. Il avait vraiment un style unique pour ce qui concerne la composition de l'image et le timing des mouvements. Et beaucoup d'animateurs à l'époque imitaient son style. Et c'est toujours le cas aussi aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup d'animateurs qui essaient de recréer le style de Monsieur Kanada. Mais moi je pense que c'est lui qui fait, c'est vraiment lui le meilleur. Son style est unique et personne ne peut le surpasser. Et en fait, Monsieur Kanada mettait plus d'importance
sur le layout et les mouvements, l'action que les personnages. Et c'était vraiment ça son style unique. Pour lui, le plus important, c'était vraiment de créer des scènes d'action qui soient vraiment uniques. Et donc, comme je vous le disais, à plusieurs reprises, à plusieurs fois, j'ai eu la chance d'aller boire un verre avec lui. Et voilà, quand il boit, il adorait vraiment boire beaucoup. C'est quelqu'un qui, quand il travaillait à fond. Et quand il allait ensuite se détendre, il allait se détendre, mais vraiment à fond également. C'était vraiment quelqu'un, un génie en fait. Et voilà, quand on travaille dans l'animation et qu'on est directeur de l'animation, c'est vraiment un atout d'avoir un animateur clé de cette qualité. Ça permet d'augmenter la qualité du résultat final. Et voilà, maintenant, je me dis qu'il est mort trop tôt et qu'il aurait vraiment dû être ici parmi nous. Et peut-être, en fait, je me dis que son esprit est en train de flotter dans la salle à côté de nous. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci. Une question pour Monsieur Tomonaga. Donc, quand je vous le disais tout à l'heure, Monsieur Tomonaga a travaillé sur beaucoup d'œuvres, des séries de télé américaines, mais qui ont été animées au Japon, à une époque où les noms japonais n'étaient pas forcément crédités comme il faut dans les génériques de fin. Donc il a notamment travaillé sur Batman, les Animaniacs, les Tiny Toons ou encore Cyber Six. Et je voulais lui demander du coup, toutes ces expériences de production pour l'étranger, quels enseignements il en a tiré, qu'est-ce qu'il a appris en fait? 学ばれたというか、日本とアメリカのアニメーションの、違いを肌で感じました。ただ面白かったのはですね、バットマンだとかスーパーマンというその DC コミック、ああいう劇画的なものと、それからワーナー映画のドタバタ漫画のああいうギャグ漫画を多分同じ時期にやったってことが非常にちょっと面白い経験になりましてですね、劇画のやつはですね、結構日本のアニメーションの演出方法を取り入れたり、特に若い人の感性が非常に進んでてですね、日本のビデオを見せてもらってですね、ここのこういうカットを作りたいとか、こういうアングルが非常にいいけどバットマンに取り入れてくれないかとか、そういう逆にアメリカの方から提案がありましてですね、僕らもちょっとびっくりしたんですけども、それからギャグ漫画の方に関してはですね、やはりセリフに頼らないで、キャラクターのポーズだとかシルエットだとかでキャラクターの気持ちをはっきり観客に分かるように表現しろと、あるいはそういうことが大事なんだということをやっぱり学びました。ただそれはそのまま日本にダイレクトに取り入れることはできませんが、そのエッセンスっていうのは非常に日本のアニメーションにとっても大事だと思いましたので、それは仕事の中でやはりキャラクターのポーズだとかそういう仕草だとかをですね、アメリカではビジネスって言うんですけども、そういうことをできるだけ許される範囲で取り入れることをいろいろ考えてきました。Alors j'ai pu, à travers cette expérience, découvrir un peu les différences entre l'animation à la japonaise et à l'américaine. Alors il y a deux types en fait d'animés américains. Il y a ceux de DC Comics comme Batman ou Superman et ceux produits par Warner Bros qui sont plutôt comiques. Et j'ai pu vraiment, ça a été vraiment une expérience très enrichissante pour moi de découvrir ce monde de l'animation et du dessin animé à l'américaine. Et à l'époque, les animateurs américains de ces studios étaient venus me voir et m'avaient vraiment demandé si c'était possible d'intégrer des techniques japonaises d'animation dans les dessins animés américains. Et de mon côté, j'ai pu apprendre beaucoup de choses également parce que les dessins animés, en particulier les dessins animés comiques, sont vraiment très, très typés.
où on met vraiment un accent sur la forme des personnages, leur silhouette, pour retransmettre une émotion ou pour retransmettre ce qu'ils pensent dans leur tête. Et j'ai vraiment beaucoup pu apprendre de cette expérience. Alors malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse vraiment intégrer tous ces éléments américains dans l'animation japonaise, mais depuis lors, quand je dessine, je garde à l'esprit tout ce que j'ai appris au cours de mon expérience américaine. Merci. Une question pour Monsieur Maruyama. Vous êtes, je crois, si je ne me trompe pas, l'un des premiers à avoir produit un omnibus, donc un film à sketch, un film cinéma composé de plusieurs animés. C'était Mani Mani, dont on a vu une image au tout début. Et je voulais savoir un peu quelle était la motivation alors pour produire cet omnibus, sachant que la même année est aussi sorti Robo Carnival. Ces deux omnibus ont été produits en même temps. 幻魔大戦を作った後に角川アニメでなんかいろいろやろうという話の中で、角川アニメというのは角川さんというのは出版社の社長さんなんで、本を売るということは大事なことで、本を売るためにアニメを作るというもう課題を僕らは与えられたんですね。それで次は眉村拓をやるぞというその原作を渡されました。で眉村拓という原作者の方は短編小説が多くてあんまり大きな長編小説はなかったんで、となると短編をオムニバス3本か4本作ろうということで、まず題材選びをどうするかというよりも監督選びから始まりました。というのは幻魔大戦で一緒に組んだ大友克洋が僕らは漫画界に帰ってほしいと思ってたんですけれども、本人がどうしてもアニメをやりたいと、もうちょっとやりたいというので、じゃあ工事中止命令というのをやろうと、短編を1本やろうと、それから凛太郎が当然それを全部まとめる役をしようと、であと1本オムニバス3本ということで、これは今回初めて言うんですけれども、実は僕の選んだ監督がダメだったんで、川尻まだ当時は新人だったんで川尻の監督起用になりました。その時ダメになった監督というのは実は僕が、大友と凛太郎と押井君と会って、押井君なんとかこのオムニバスの1本をやってくれないかという話をしたところ、押井君も乗ってくれてやろうということになったんですが、いろいろ考えている間に押井君としてはやっぱり短編では収まりきれない、費用っても時間的にも絶対どうにもならない、したがって自分で劇場映画を次は作るから短編はとも勘弁してくれと言われて、仕方なしに川尻で短編を作ったと。迷宮物語っていうのはそういう映画だったと今思い出しています。Après avoir fait Genma Taisen, on avait un projet avec l'éditeur Kadokawa, qui était un éditeur de livres, et on voulait donc créer un animé à partir d'histoires de l'éditeur Kadokawa. Et alors Kadokawa, c'est un éditeur de livres, donc le but final était de vendre plus de livres grâce à des animés. Et donc on s'est servi d'histoires courtes qui étaient publiées par cet éditeur. Et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler sur cet omnibus. Et donc c'est un animé composé de 3 histoires. Et Otomo Katsuhiro voulait travailler dessus. Alors à ce moment-là, je lui avais conseillé de revenir au manga, de revenir au monde du manga et de dessiner des mangas, mais il voulait absolument continuer à travailler dans l'animation. Alors c'est pour ça que je lui ai proposé de travailler sur ce projet. Et le deuxième épisode a été fait par Rintaro. Et en fait pour le 3e épisode, alors ça c'est quelque chose que je révèle ici en fait pour la première fois, mais alors c'est M. Kawajiri qui l'a fait, mais en fait c'était pas lui qui devait le faire à l'origine. Ce devait être M. Oshii qui devait le faire. Et il avait commencé à travailler sur cette troisième partie de cet omnibus, mais il a décidé qu'il ne pouvait pas vraiment
finir toute son histoire en une seule partie. C'était trop court pour lui. Alors il a décidé de ne plus travailler sur cet omnibus et de produire son propre long métrage. Et c'est M. Kawajiri qui a commencé ensuite à travailler sur la troisième partie de cet omnibus. Scoop. Merci beaucoup. Comme on commence à manquer de temps, je vais fusionner une question que je voulais poser à deux invités qui étaient prévus. Donc c'est Monsieur Tomonaga et Monsieur Wada. Vous avez tous les deux travaillé avec Miyazaki Hayao avant qu'il fonde Ghibli. Et je voulais savoir quels souvenirs vous pouviez nous livrer de Monsieur Miyazaki à cette époque ancienne. そうですね、それは語りきれないぐらい思い出がありますけども、今でも印象に残っているのは、特に高畑さんについてはですね、私がいる今のテレコムアニメーションというのは、アメリカとの合作のために作られた会社なんです。それで、日本側のプロデューサーとアメリカ側のプロデューサーが立ってそのプロジェクトを開始したんですけども、高畑さんは日本側の監督として、ロサンゼルスに渡り、僕もそれから近藤さんというアニメーターも渡ってですね、そこでプロジェクトの準備を始めたわけですけども、なんていうか脚本のコンセプトにレイ・ブラッドベリーのコンセプトをもとにそのストーリーを作り始めたんですけども、高畑さんはそれやっぱレイ・ブラッドベリーを尊敬しているので、そのコンセプトに従っていかにやっぱり納得できる物語を作るかということを模索したわけなんですけども、向こうのエグゼビティブプロデューサーってものすごく権力が強くてですね、僕も初めてそれを知ったんですけども、いろんなオーダーを出してくるわけなんですよ。こうしたいああしたいと。でもそのプロデューサーのオーダーに対してやっぱ高畑さんは納得できないと、これじゃ物語に信頼性ができないって、やっぱりいちいち討論して自分の、作りたいというか観客が納得できる映画を作ろうとして苦闘しているのを目の当たりしたんですね。でも最終的にはやっぱりそのエグゼビティブプロデューサーと意見が合わなくて、やっぱり僕はこれは作れないということでそのプロジェクトを去っていったのを寂しく覚えてます。ただその後皆さんご存知のように高畑さんは日本のスタジオジブリで何本も素晴らしい映画を、作ることになりました。ただその時の準備のかけらでリトルニモの、3分半のパイロットフィルムが残ってますけども、それは僕の、宝です。まだいいですか。 OK。じゃあ、あと宮崎さんについて。はい。先にはい、わかりました。はい。Alors, j'ai tellement de souvenirs sur ces deux réalisateurs que je ne pourrais pas tout vous dire aujourd'hui. Mais tout d'abord, concernant M. Takahata, il travaillait avec moi à l'époque dans le studio TC. Et c'était un studio qui a été fait à l'époque, Télécom, le studio Télécom. C'était un studio qui a été créé à l'époque pour des projets en collaboration avec les États-Unis. On avait commencé à travailler sur un projet et M. Takahata était même parti à Los Angeles pour travailler dessus. Mais en fait, le scénario était fait dans un style très américain et de plus, le producteur exécutif qui avait vraiment beaucoup d'autorité à l'époque et qui était américain donnait vraiment beaucoup de directives, beaucoup d'instructions à M. Takahata. Et ça ne lui plaisait vraiment pas du tout. Et au final, il n'a pas pu s'entendre avec ce producteur exécutif et ce projet n'a pas abouti. Mais comme vous le savez, par la suite, M. Takahata a créé de nombreux animés extraordinaires au sein du studio Ghibli. Et donc en revenant à ce projet, fait en collaboration avec les États-Unis, je parle bien sûr de Little Nemo. Et à l'heure actuelle, il existe une vidéo assez courte, une vidéo pilote de 3 minutes et demie. Et à l'époque, j'avais travaillé sur la création de ce pilote. Et je vais maintenant vous parler de M. Miyazaki. あと宮崎さんについてもいっぱいあるんです。語りきれないですけども、
今でもはっきり覚えてるのは最初の監督未来少年コナンが終わった後の打ち上げパーティーの時に一言彼が僕に言ってくれたのが「友永さんいいアニメーターですね」この言葉は今でも忘れません。多分宮崎さんがもう一仕事を終わらせて一杯入って上機嫌でこう言ってくれたんだと思いますけども、その一言があと、励みになって、宿泊して今までやってこれたという一つのあれだと思ってます。以上です。Alors, j'ai travaillé avec M. Miyazaki sur Conan. Et après avoir terminé la production de Conan, on était allé célébrer ça tous ensemble avec tout le personnel. Et à ce moment-là, Miyazaki m'avait dit « Tu es vraiment un bon animateur ». Et je me rappelle encore aujourd'hui de ce moment-là. Alors je pense qu'à ce moment-là, M. Miyazaki avait peut-être bu un verre et qu'il était très enjoué, il était devenu un peu heureux. Mais je pense que c'était à ce moment-là une parole qui m'a vraiment motivé pour le reste de ma carrière. Bravo. Bravo. .僕の中での宮崎駿さんと大塚康夫さんはもう間違いなく大先生だったので、一番最初僕がだからアニメ業界にアニメーターになるきっかけを作っていただいた16歳の時のお二人の師匠というか、もちろん友永さんもその時も大先輩で、はい、もうとにかくあれですね、昔から絵を描くのは好きで、周りからも絵がうまいね絵がうまいねと褒められていて、そしてプロの絵を見てちょっと自分がうまいと思っていた鼻っ柱をボキッとこう折られた、一番最初に折っていただいたのが大塚康夫さんと宮崎駿さんの2人で、それで、僕が最初に、動画をやらせていただいたのがカリオストロの城という一部をちょっと初めてやらせていただいたのが最初の動画デビューなんですね。でその後も、テレビのルパンの第2シーズンの、最終回、私が愛したルパンでしたっけね、あれで動画を結構やりまして、それがもう本当にだからテレコムアニメーションフィルムのお付き合いというかで、その後ずいぶん経ってもう何年も経った後に、とある宴会で久しぶりに宮崎さんにお会いしまして「おお元気だった?」って覚えていてくださってですね、でもその頃ジブリができてまして、で和田君はなんでジブリの仕事手伝ってくんないんだって言われたんですね。でいや僕ジブリの作品は、参加するより見てる方がいいですからそれは何でかというと、私が愛したルパンというそのルパンの最終回の動画の時に、戦車は山ほど出てくるわ、自衛隊の兵隊は何十人も出てくるわ、警察官も何十人も出てくるか動画をやったので、もうあんなにいっぱい人描くの嫌だっていうですねそんな冗談ですけども、そういった思い出で、あと当時のそのテレコムアニメーションフィルムと東京ムービーっていうビルが同じ建物が2つ並んでましてね、でよく宮崎駿さんと大塚康夫さんこの4階の窓を飛び交ってたっていう、下降りてまた上上がるのめんどくさいので窓から窓に飛び移るっていうですねでも宮崎さんはいつもいびきをかいて寝てるイメージが非常にありましたねだけど眠っている上には、ルパン三世カリオストロの城のストーリーボードがパパッと鉛筆でラフで書いて絵の具でささっと塗ってあるボードがいっぱい貼ってあって、で大塚康夫さんはこうキャラクターデザインをしてて、でその横の机でずっと僕は課題をいただいてやらせていただいてたので、本当に
師匠としか言いようがないのが本当に思い出ですね。 Alors moi j'ai rencontré la première fois Miyazaki-san quand j'avais 16 ans. C'était lors de sur le premier projet sur lequel j'avais travaillé avec lui. Et c'est vraiment quelqu'un qui est un mentor pour moi, et Tomonaga-san qui est juste à côté de moi également est pour moi un mentor. Et je suis, depuis que j'étais très jeune, j'aimais beaucoup dessiner, et tous les gens autour de moi me disaient que j'étais vraiment bon en dessin. Et moi aussi, à l'époque, en regardant même les dessins faits par des professionnels, je me disais que j'avais un certain talent. Et j'avais un peu pris la grosse tête. Et la première fois qu'on m'a ramené vraiment à la réalité, c'était les personnes qui m'ont ramené à la réalité, c'était Miyazaki-san et Otsuka-san qui m'avaient dit que mon travail n'était pas si bon que ça en fait. Mais ils m'ont laissé travailler avec eux, j'ai beaucoup appris. Et c'est la première fois que j'ai travaillé avec eux, c'était donc sur le château de Cagliostro, sur lesquels j'ai fait beaucoup de pauses clés. Et ensuite, j'ai également travaillé avec eux sur la deuxième saison de Lupin, en particulier le dernier épisode, sur lequel j'ai également fait beaucoup de pauses clés. Et ce n'est que bien plus tard, après de nombreuses années, que j'ai rencontré à nouveau Miyazaki-san. Et j'étais vraiment très heureux parce qu'il se rappelait de moi. Et il m'avait demandé à ce moment-là, alors Ghibli existait déjà, et il m'avait demandé « Mais pourquoi tu ne viens pas travailler chez Ghibli ?» Et moi je lui ai répondu « Plutôt que travailler pour Ghibli, je préfère regarder vos œuvres. » Mais en fait, à l'époque, je m'étais dit que après avoir travaillé sur les Lupins, où il y a beaucoup de policiers, beaucoup de véhicules, de tanks qui bougent dans tous les sens, c'était vraiment très dur d'animer, de faire bouger tout ça. Et c'est pour ça en fait que j'avais refusé sa proposition. Alors c'est peut-être un peu une blague, mais je me rappelle de ça. Et de plus, à l'époque, les deux studios, donc Telecom Animation et Nippon Animation, et les bâtiments étaient l'un à côté de l'autre. Et on disait souvent que Otsuka-san qui travaillait dans l'un et Miyazaki-san qui travaillait dans l'autre, les deux au 4e étage, étaient tellement occupés qu'ils préféraient juste sauter d'une fenêtre à l'autre au lieu de passer par le rez-de-chaussée parce qu'ils n'avaient pas assez de temps pour faire tout ce trajet. Je me rappelle aussi que Miyazaki-san, je le voyais souvent en fait ronfler à son bureau. Mais bien sûr, il dormait parfois, mais je voyais qu'il y avait tout le temps des storyboards qui étaient affichés sur son bureau, d'innombrables dessins qu'il avait dessinés. Et voilà, pour moi, ces deux personnes sont indéniablement des maîtres qui ont influencé ma vie. Merci pour ce témoignage. Voilà, malheureusement, on manque de temps. Je ne pourrais pas finir mes questions et je ne pourrais du coup pas non plus vous laisser en poser. Je remercie tous nos invités pour avoir accepté de partager leurs souvenirs. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. C'est toujours trop court. Donc, si vous voulez continuer cette session de conférence, donc demain, pareil, 14h, on fait les années 90 et dimanche, les années 2000 avec d'autres invités. Avec notamment M. Malou Yama qui reviendra dimanche. Voilà, bonne continuation pour ce festival. Merci.